Bonjour et bienvenue à cette 8e capsule des Gémélicours, le cours prénatal pour futurs parents de jumeaux. Aujourd'hui, on va parler de comment prévenir la prématurité chez les gémellaires, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de prématurité chez les gémellaires, presque 50%. Alors, on va essayer de la prévenir, cette prématurité-là. Alors, je vais tasser ma binette pour vous présenter le PowerPoint. Alors, la première chose qu'on va vous recommander si jamais vous êtes dans les risques, que vous êtes identifié comme étant à risque de prématurité, on va vous recommander le repos au lit, soit à l'hôpital, soit à domicile. C'est prouvé que ça donne pas grand-chose, donc c'est pour ça qu'on va pas mettre au repos toutes les gémellaires, qu'on va juste attendre qu'il y ait des risques pour un peu mettre les chances de notre côté, mais selon les études, le repos au lit ne change pas le taux de prématurité chez les gémellaires. Ensuite de ça, on va y aller avec la tocolyse prophylactique. Ça, c'est des mots bien compliqués pour dire qu'on va donner un médicament en prévention pour arrêter les contractions. Tocolyse, dans le fond, c'est un peu ça, c'est arrêter les contractions. Et prophylactique, ça veut dire en prévention. Ça non plus, ça a démontré que ça n'avait pas vraiment d'effet positif sur... En fait, tout ce qu'on a essayé jusqu'à présent pour prévenir la prématurité chez les gémellaires a échoué. Parce que dans le temps, le taux de prématurité a toujours été à peu près 50%. On n'est pas capable de réduire ce taux-là, peu importe ce qu'on fait. Ces choses-là, on continue à les faire quand même un peu en se disant, ben, on va mettre toutes les chances de notre côté, mais statistiquement, ben, on n'a jamais réussi à prouver que ça fonctionnait. Ensuite de ça, on peut y aller aussi avec une thérapie par injection de progestérone. Ça, c'est efficace par contre. Ça fait pas prévenir la prématurité, mais ce que ça fait, c'est que ça va faire mûrir les poumons des bébés avant qu'ils naissent, donc un peu plus rapidement. Comme ça, quand les bébés prématurés naissent, ben, leurs poumons sont un peu plus matures puis ils sont capables de respirer. Parce que c'est ça la grosse problématique de la prématurité, c'est que quand les bébés naissent, leurs poumons sont pas matures et sont pas capables de respirer par eux-mêmes. Alors, en donnant de la progestérone, on va essayer de faire mûrir ces poumons-là. Même chose pour la thérapie par progestérone vaginale, c'est une autre voie d'entrée pour la progestérone. La dernière chose qu'on va utiliser, et ça c'est vraiment si on est vraiment là, on est mettons à 22 semaines, là, puis on veut absolument gagner 2-3 semaines de plus, ou c'est le cerclage. Le cerclage, c'est aller coudre le col de l'utérus pour l'empêcher de se dilater. Or, non seulement les études ont prouvé que chez les gémellaires, ça ne fonctionnait pas le cerclage, mais qu'en plus, des fois, ça empirait la situation. Donc, c'est pour ça que c'est utilisé très, très, très rarement et que dans les cas, entre guillemets, désespérés, tu n'as plus rien à perdre. C'est sûr que les bébés vont naître dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On va tenter le tout pour le tout, on va faire un cerclage, puis on verra ce que ça va donner. Donc, c'est vraiment en dernier recours. Donc, pour prévenir la prématurité, on a essayé de trouver des trucs pour la prédire, pour essayer de l'empêcher. Donc, la première des choses, c'est qu'on va mesurer la longueur du col de l'utérus. Parfois, cette longueur-là va nous donner un indice sur le risque peut-être d'accouchement préterme. Mais ce n'est pas une science exacte. En fait, la plupart du temps, c'est vraiment juste des indices. Selon les études, si on a un col qui mesure 40 mm, ce qui est à peu près la longueur normale d'un col, on a 1% de chance d'avoir un accouchement préterme. Donc, ça ne veut pas dire que parce que tu as un long col, tu n'auras pas d'accouchement prématuré, mais tes chances d'en avoir sont moins élevées, c'est-à-dire que c'est à peu près 1%. Si ton col mesure 25 mm, ben là, tu as 12% de chance d'accoucher prématuré. 20 mm, 24%. Puis si ton col mesure juste 10 mm, ben là, tu as 66% de chance d'accoucher prématurément. Mais encore là,
c'est des calculs de risque, c'est pas une science exacte. C'est pas parce que tu as 10 mm que tu vas accoucher prématuré. Ça se peut que tu restes à 10 mm toute ta grossesse, puis que rendu à 38 semaines, ben ça veut pas partir, puis tu es obligé de te faire provoquer. Donc, c'est un peu ça qui m'est arrivé personnellement. Il y a aussi une autre chose qui est faite pour essayer de prédire la prématurité, c'est la détection de fibronectine fœtale dans les sécrétions vaginales. La fibronectine fœtale, elle est présente jusqu'à 22 semaines. Et elle réapparaît quand on est proche de l'accouchement. Donc, si on détecte de la fibronectine fœtale après 22 semaines, ça peut être un indicateur que l'accouchement prématuré va avoir lieu. Mais j'insiste sur le « ça peut ». Ça se peut que non aussi. Donc, on a vraiment essayé beaucoup de choses pour prédire la prématurité, puis il n'y a pas grand-chose qui fonctionne, c'est vraiment pas une science exacte. Mais on y va à tâtons, puis c'est du cas par cas, vraiment. Maintenant, on va parler du traitement pour le travail préterme. Qu'est-ce qu'on fait quand finalement on entre quand même en travail préterme? La première chose qu'ils vont faire à l'hôpital, c'est nous mettre une intraveineuse pour nous garder hydratés. Parce que, et je le dirai jamais assez souvent, la déshydratation cause des contractions. Donc, quand tu commences à contracter, là, bois de l'eau. Okay? Juste pour te garder hydraté puis être sûr que les contractions que tu as, c'est pas parce que tu es déshydraté. Donc, ça va vraiment aider à prévenir la prématurité de boire beaucoup d'eau pendant qu'on est enceinte. Donc, mettons qu'on rentre en travail prématuré, en tout cas, on est en contraction. Ils vont nous donner une intraveineuse pour nous garder hydratés. Ensuite de ça, ça se peut qu'ils nous donnent un bolus de soluté. Un bolus, ça, c'est dans le fond, c'est une grande quantité de soluté pour nous garder hydratés. Je me souviens personnellement, l'infirmière, elle voulait tellement me donner un gros bolus qu'elle a mis sur la poche de soluté. Elle a mis un appareil pour prendre la tension, tu sais, l'affaire qui presse le bras, là, puis là, elle a pressé le sac de soluté pour m'en donner encore plus, là, pour que ça rentre. Je me souviens, c'était un peu intense, mais ça a fonctionné parce que j'ai pas accouché prématuré. Ensuite de ça, on va essayer de donner de la nifedipine, ou son petit nom, l'Adalate. C'est un médicament qui, au départ, était conçu pour la haute pression, je crois, mais on s'est rendu compte qu'il fonctionnait très bien pour arrêter les contractions. Donc, quand on se rend compte que là, on a essayé l'hydratation, on a essayé les bolus, on contracte encore, puis là, on se dit, hey, ça serait le fun là, de retarder l'accouchement, on ne veut pas qu'il arrive tout de suite. Bien là, on va donner plusieurs comprimés d'Adalate pour pardon, essayer d'arrêter ces contractions-là. Ensuite de ça, une autre chose qu'on peut utiliser, c'est les bêta-mimétiques. Ça, c'est un médicament qui imite les bronchodilatateurs pour l'asthme, les pompes. Par contre, il y a des risques associés à ce médicament-là, donc on essaye de ne pas trop le prendre. Je me demande même si on l'utilise de moins en moins, en fait, parce qu'il y a un risque au niveau respiratoire pour la mère. Le sulfate de magnésium, je vous en parle parce que moi, ils me l'ont administré, mais j'ose espérer qu'en 2022, on ne l'utilise plus parce que déjà en 2010, on n'était plus supposé l'utiliser, mais les médecins qui étaient sur place quand moi j'ai été hospitalisée pour mon travail préterme ont décidé d'utiliser le sulfate de magnésium. Ça, c'est quelque chose qui t'enlève tout le tonus de ton corps, qui te donne des grosses bouffées, mais apparemment, ça arrête le travail. C'est quand tu es vraiment là, il faut arrêter le travail, là, mais apparemment que ça peut fonctionner. Mais ça cause beaucoup d'effets secondaires assez intenses. Donc, si vous pouvez l'éviter, c'est une bonne chose. Un autre médicament qui peut être utilisé, mais celui-là, c'est seulement en bas de 32 semaines. Je ne le connais pas vraiment. Moi, je ne l'ai pas utilisé. Ils ne me l'ont pas administré pendant que j'étais en travail préterme. C'est l'indométhacine. Je ne peux pas vous en parler plus parce que je ne le connais pas vraiment. Je n'ai pas fait beaucoup de recherches sur ce médicament-là. Puis je pense qu'il n'est pas beaucoup utilisé non plus. Donc, ce qui est vraiment utilisé le plus souvent, c'est l'hydratation puis l'Adalate. Évidemment, quand on fait tout ça, bien là, c'est au repos complet. C'est-à-dire qu'on est hospitalisé puis on ne peut pas se lever même pour aller faire un petit pipi. Donc, c'est la bassine au lit. À travers tout ça,
Le but d'arrêter les contractions, c'est d'avoir le temps de se faire donner les 2 injections intramusculaires de bêta-méthasone, qui est à 12 heures d'intervalle. Ça, c'est le médicament qui fait qu'on va faire mûrir les poumons des bébés. Donc, première injection, et là, on attend 12 heures, puis au bout de 12 heures, on a une deuxième injection. Après ça, on considère que les bébés des poumons, ils ont été mûris, puis là, l'accouchement peut avoir lieu. Fait que là, souvent, si on a donné de la dalate, puis que là, au bout de, je sais pas combien d'heures, mais en tout cas, on a eu les 2 injections intramusculaires, on se rend compte qu'on n'est pas capable d'arrêter les contractions, bien, des fois, on va arrêter la dalate, puis on va laisser la nature aller, parce que les 2 injections intramusculaires ont été faites. Cette injection-là se fait souvent dans les fesses. Ensuite de ça, c'est pas mal ce que j'avais à dire sur le traitement du travail préterme. C'est ce qu'on fait quand on entre en travail. Des fois, même après avoir fait tout ça, le travail se fait quand même, puis on accouche quand même prématuré. Et il y a une infirmière qui m'avait dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui m'a beaucoup aidé à bien vivre ce risque de prématurité-là. Elle m'a dit, des fois, on ne sait pas pourquoi, mais les bébés sont mieux dehors que dedans la bédaine. Et c'est une fois qu'on a accouché qu'on le sait. Puis des fois, on ne le sait jamais. Mais tu sais, fais confiance à ton corps. Et si on n'est pas capable d'arrêter les contractions, c'est peut-être parce qu'il y a une raison médicale qui fait que les bébés sont mieux dehors que dedans. À partir du moment où elle m'a dit ça, moi, j'ai complètement lâché prise. J'ai fait comme, OK, il va arriver ce qui va arriver. Et je sais pas. Mais moi, j'ai l'impression que ce lâcher-prise-là a aidé à arrêter les contractions. Parce que par après, mes contractions ils ont arrêté et j'ai pas accouché prématuré. Bon, ça se peut aussi, ça se peut très bien que ce soit la dalate qui a fait méga effet puis que mon lâcher-prise n'a rien à voir là-dedans. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une portion psychologique puisque quand tu es en stress, tu sais, tu es contracté, tout ça, quand tu es en lâcher-prise, tu es plus relax, puis tu écoutes ton corps, puis j'ai l'impression que ça l'a aidé. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Il y a certains risques à faire le traitement de travail préterme. D'abord, il y a le risque respiratoire pour l'utilisation de bêta-mimétique, ça je vous en parlais, et du sulfate de magnésium. La corticothérapie n'a pas été étudiée chez les gémellaires, les 2 injections de bêta-méthasone, là. En tout cas, au moment où moi j'ai fait mes recherches pour les gémillicours, il n'y avait pas d'études qui avaient été faites. Peut-être que là, il y en a eu des récentes, j'ai pas eu le temps d'aller vérifier. Si jamais vous en trouvez, faites-moi les savoir en message en dessous de la vidéo. Mais on part sur la base que c'est la même chose que pour les singletons, c'est-à-dire que des fois, on a remarqué un certain lien avec les troubles d'apprentissage, mais ça n'a pas été confirmé, ce lien-là. Il n'y a rien de prouvé, en fait. Donc, ce serait un traitement très sécuritaire. Comme j'ai dit, la dalate n'a pas été conçue pour arrêter les contractions et certains croient qu'on devrait faire plus d'études. Peut-être qu'il y a des études qui ont été faites depuis que j'ai fait mes recherches sur la gémilité. Encore là, si vous avez des études à ce propos-là, moi je suis preneuse. Puis au pire, je ferai une autre vidéo pour aller remettre les pendules à l'heure. Gênez-vous pas. Le délai d'expulsion du 2e bébé. Hey, je me rends compte qu'on ne voit pas le titre. Le délai d'expulsion du 2e bébé. Ça, c'est quand, mettons, on accouche du premier jumeau et que là, on attend, on arrête les contractions pour le 2e bébé. Et donc, nos jumeaux n'ont pas la même date de naissance. Ça se peut. C'est très rare, mais ça se peut. En fait, il faut que les risques de la prématurité soient plus forts que les risques d'infection, parce que là, on a rompu les membranes, on a ouvert le col, l'utérus, il y a comme une porte d'entrée dans l'utérus, donc il y a des risques d'infection assez importants. Donc, il faut que les risques d'infection et des effets secondaires du traitement de cette infection-là soient... donc, il faut que les risques de prématurité soient plus forts que les risques d'infection.
Si les risques d'infection sont plus forts, on laisse aller l'accouchement et les deux bébés naissent en même temps. La plupart du temps, ce momentum-là, où est-ce que les risques de prématurité sont plus forts que les risques de l'infection, ça se passe autour de 23 à 26 semaines. Donc là, ça se peut, mettons, on est à 24 semaines, on accouche du premier bébé, puis là, stop, on arrête tout, puis on garde bébé 2 à l'intérieur. Encore là, il faut que, je pense que il faut que ce soit des didis pour ça, mais je ne suis pas certaine. Est-ce que pour des monodis, on le ferait? Peut-être que oui. En tout cas, il faut qu'il y ait chacun leur poche. Ça m'étonnerait qu'on fasse cette méthode-là sur des mono-mono. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais j'ai pas l'information sûre et certaine. Là, j'y vais vraiment avec ma logique, puis selon ce que j'ai lu jusqu'ici. Chose certaine, c'est que c'est préférable entre 23 et 26 semaines. Après les 26 semaines, les risques de la prématurité ne sont pas assez forts comparativement aux risques d'infection. Et là, je vous parle de contraction depuis tout à l'heure. Et ça serait bien, pour prévenir la prématurité, de reconnaître qu'est-ce qu'une contraction. C'est sûr, je vais vous en parler dans la section sur l'accouchement. Mais je trouve très, très important d'en parler quand on parle de prématurité parce que la première chose, la plus importante à faire quand on est en menace de travail préterme, c'est l'identification des contractions. Et je vous le dis, là, c'est vraiment, vraiment pas facile. Parce que chez les gémellaires, les vraies et les fausses contractions se ressemblent énormément. J'ai personnellement dilaté jusqu'à 3 cm, donc mon col il s'est ouvert jusqu'à 3 cm, alors que je ne sentais rien. Je contractais et je ne le sentais pas. Et combien de femmes se sont ramassées comme ça à l'hôpital, puis ils n'ont rien senti, puis le col a dilaté, puis là, oups, on est en menace de travail préterme. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très, très, très à l'affût de son corps, de tous les petits signes qu'il pourrait nous donner. Donc, qu'est-ce que c'est une contraction? C'est le ventre qui devient dur. Bon, des fois, quand les bébés bougent, le ventre devient dur. Donc, c'est pour ça que je rajoute à intervalles réguliers. Là, je ne l'ai pas mis sur mon PowerPoint, là, mais c'est le ventre qui devient dur à intervalles réguliers. Donc, il devient dur, là, il se relâche, puis là, au bout de quelques minutes, il redevient encore dur, puis là, il se relâche. Puis, ça ne fait pas de douleur, mais il y a une contraction. Le ventre devient dur. Il y a les vraies contractions et les fausses contractions. La différence entre les deux, quand on attend un seul bébé, souvent, c'est le niveau de douleur. Mais quand on attend des jumeaux, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, du tout, du tout. On peut avoir des vraies contractions et ne rien sentir. Donc, comment on fait pour savoir c'est quoi la différence entre une vraie et une fausse contraction? Bien, c'est la dilatation du col. C'est elle qui nous dit si c'est une vraie contraction. Les vraies contractions modifient le col. Les fausses contractions, les Braxtonics qu'on appelle, ne modifient pas le col. C'est des contractions de pratique. Et ça, en gémellaire, on en a souvent beaucoup, beaucoup. Alors là, vous allez me dire, OK, mais là, j'ai plein de Braxtonics. Je ne vais pas aller à l'hôpital à chaque fois que j'ai des Braxtonics. Effectivement. Une bonne méthode pour savoir si c'est des vraies ou des fausses contractions, c'est de prendre un bon bain chaud. Ça nous donne l'heure en général. Quand on rentre dans le bain et là, que les contractions se calment ou se distancient, bien là, on peut se dire, ah, OK, c'était des contractions de pratique. C'était pas des vraies contractions. Si on prend un bain et là, ça fonctionne pas, ben mieux vaut appeler la maternité. Et eux autres, ils vont probablement vous dire, viens, on va faire un petit monitoring juste pour être sûr. Peut-être vérifier le col. On le vérifie pas toujours parce que des fois, de vérifier le col le stimule et là, il s'ouvre encore plus. Alors, une gémellaire, son col, on y touche le moins possible. Il faut vraiment avoir un doute sur que ça soit des vraies contractions. Que là, on a fait un monitoring, on a vu qu'il y avait des contractions qui étaient régulières, sont pas mal rapprochées, on veut voir ce que ça donne sur le col. Fait que là, on fait un petit examen rapide. On voit la longueur du col, l'ouverture du col, puis là, on peut voir s'il y a eu une incidence
si les contractions ont une incidence sur le col. Et c'est à ce moment-là qu'on va intervenir pour arrêter les contractions si on est avant 36 semaines. Ben, des fois, pour les gémellaires, 34 semaines, c'est considéré comme à terme, là, mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Là, je vous parle du col depuis tout à l'heure. Quel est-il, ce col-là? À quoi il ressemble? Ben, voici une belle image. Je tiens à dire que je n'ai pas les droits sur cette image-là. C'est une image que j'ai trouvée sur Internet. Je la trouvais jolie. C'était sur un site Internet qui était quand même assez grand public. Donc, j'ai l'impression que c'est une image qui n'a pas vraiment de droit dessus. Mais enfin, si jamais c'est une image que je n'ai pas le droit d'utiliser, faites-moi les savoir en vidéo, en message, puis en dessous de la vidéo, puis je vais corriger le tir. Cela dit, j'aime beaucoup cette image parce qu'on voit ici, bon, ça c'est le canal vaginal ici. Et ici, on a le col. Là, on voit qu'il est long et fermé. Il n'est pas ouvert. Là, ici, le col, il est effacé. Donc, il n'est plus long, il est court. Dans le fond, il a été comme tout effacé ici. Puis, il commence à s'ouvrir un petit peu. Ici, il est un peu plus ouvert, complètement effacé. Ici, il est complètement ouvert et complètement effacé. Donc, effacé à 100%. Donc, le col, il est plus long, il est court. Et il est dilaté à 10 cm, donc prêt à faire passer le bébé. Là, je vais vous montrer quelque chose que j'aime bien utiliser. C'est mon ballon. J'ai mis une balle de ping-pong dans mon ballon qui bloque l'entrée ici. Je ne sais pas si vous voyez, là, ça fait un petit renflement, là. Donc, ça, c'est l'utérus et ça, c'est le col. Vous voyez qu'il est long. Il n'est pas dilaté vraiment. Il est un petit peu ouvert, mais pas tant que ça. Si je fais une contraction de l'utérus, donc si je pèse sur l'utérus, ça va faire raccourcir le col. Et là, la balle avance un petit peu plus. Et là, je vais faire raccourcir le col encore un petit peu. Chaque contraction fait que la balle de ping-pong avance un peu plus dans le col et le col s'efface. Il devient de plus en plus court. Donc, c'est ça que ça fait les contractions. Des contractions efficaces. Je vais essayer de l'amener jusqu'à dilatation complète. Là, on voit qu'il est vraiment très court. La tête est vraiment plus descendue. Le col, il commence à être vraiment effacé. C'est un accouchement qui est long et laborieux, mais on va l'avoir. Là, il est vraiment court, puis il commence à se dilater un petit peu. Ça s'en vient, là. Tout ce travail-là se fait à l'intérieur, donc on le sent, oui, parce qu'on sent les contractions, là. Mais c'est seulement à l'examen du col qu'on va savoir, ah, là, il est court, puis il est dilaté un petit peu. Bon, là, je pense que j'ai réussi à effacer complètement, et là, il commence à dilater. On voit un peu. Et ça se passe dans le canal vaginal. Et là, la prochaine étape, c'est vraiment de sortir, et souvent, ça fait un pop. Et c'est pas facile. En tout cas, bon, vous avez compris le principe. Là, on est complètement effacé et on a commencé à dilater. Puis les contractions continuent et ça va faire dilater et la balle de ping-pong va sortir. Donc, c'est à ça que ça forme un col et c'est comme ça que ça fonctionne la contraction. J'aime beaucoup cette méthode-là pour enseigner la contraction. Donc, pour que la tête passe, il faut qu'on soit dilaté à 10 cm. Mais ça, c'est pour un bébé à terme. Un bébé prématuré, sa tête va être plus petite. Donc, c'est pas à 10 cm qu'il va être dilaté complètement, c'est peut-être à 8.
Donc, il faut vraiment être à l'affût des contractions quand on est enceinte de jumeaux parce qu'un accouchement prématuré peut aller très vite. Et même des fois, quand ils sont très, très petits, on n'aura presque pas de douleur quand ça va sortir. Donc, il faut vraiment être très, très, très à l'affût de son corps. Je répète, le ventre qui devient dur à intervalles réguliers, c'est des contractions. On boit de l'eau. Si ça ne fonctionne pas, on prend un bain. Si ça ne fonctionne pas, maternité. Et je vous le dis, la maternité, quand une gemellaire appelle et qu'elle dit j'ai des contractions, ils ne vont jamais vous revirer de bord. Ils vont dire viens faire un petit monitoring juste pour être sûr. Parce qu'on n'aime pas ça de la prématurité chez les gemellaires et on sait qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il faut être à l'écoute de son corps. Le repos complet à la maison. Parce que des fois, on a été à l'hôpital, bon, ils ont réussi à arrêter les contractions, mais on est encore en risque de prématurité. Puis ils vont dire, OK, tu peux retourner à la maison, mais il faut que tu sois au repos complet. Il faut se souvenir d'une chose quand on est au repos complet à la maison. Fabriquer 2 bébés, c'est en masse pour s'occuper le corps. Alors, on ne fait pas d'autres activités. Et quand tu es couché sur ton divan, là, comme une baleine échouée, et là, tu te dis, hey, je fais rien, je suis inutile, je sers à rien. Non, non. Tu fais quelque chose. Tu fabriques 2 bébés. C'est immense. C'est une job à temps plein, 24 heures sur 24. Donc, à chaque fois que tu te dis, moi, je fais rien, je m'ennuie, non, je fabrique 2 bébés. Je fabrique 2 bébés. Ça m'a beaucoup aidé pendant mon repos à la maison. Ensuite de ça, même si c'est plus compliqué d'être au repos, c'est moins déprimant qu'à être hospitalisé. Et ça, je vous le dis, j'ai été hospitalisée 2 fois pendant une semaine, puis j'avais hâte de retourner à la maison. Puis quand j'ai été au repos complet à la maison, ben, j'étais bien contente d'avoir retrouvé mes petites affaires. Se désennuyer le plus possible, donc on fait du tricot, on fait des bracelets, on tresse des bracelets, on écoute la télé, on va sur Internet, on essaye de s'occuper l'esprit le plus possible. On se répète qu'on fabrique 2 bébés et en général, ça se passe bien. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Quand on vous dit « Ouais, occupe-toi, essaie de t'ennuyer », tu as le goût d'arracher la tête de la personne qui te le dit. Mais c'est quand même ça qu'il faut faire. Et on peut se répéter aussi que chaque journée de plus dans la bédaine est une victoire. Ça aussi, c'est facile à dire. À chaque fois que quelqu'un me disait ça, j'avais envie de dévisser la tête. Mais il avait raison. Donc, à tous les jours, tu te répètes, je fabrique 2 bébés, chaque journée est une victoire. Mon petit truc, qu'est-ce qu'on faisait quand j'étais au repos à la maison? Moi, je dormais dans mon lit. Puis le matin, je me levais, j'allais aux toilettes, puis j'allais me coucher sur le divan. C'était ma grosse activité. Le reste du temps, mon chum, avant de partir pour travailler, il me préparait une glacière dans laquelle il mettait des collations, mon dîner, des choses à boire pour me garder hydratée. Et il mettait la glacière à côté du divan. Comme ça, je n'avais pas besoin de me lever puis de préparer mes choses. Tout était là. Et je me levais juste pour aller aux toilettes. Et puis, ça a fonctionné parce que j'ai accouché à 38 semaines. Donc, ça a été efficace pour moi, mais ça a été long. Ça a été difficile. C'est vraiment, vraiment difficile. Puis moi, je vous le dis, là, on a les mamans enceintes de jumeaux, on a toujours le droit de se plaindre parce que c'est vraiment difficile. Donc, on se répète dans la tête, je fabrique 2 bébés, je fabrique 2 bébés, puis chaque journée est une victoire. Le soutien de la famille devient très important aussi, surtout si on a un autre enfant en bas âge. Nous autres, ce qui nous a aidés, c'est que ma petite fille qui avait même pas 18 mois encore, elle a eu 18 mois quand j'ai accouché des jumeaux, elle allait à la garderie. Donc, ça nous a beaucoup aidés. Puis, la famille aussi est venue aider mon conjoint là, parce qu'il se ramasse avec tout à faire. Donc, le soutien de la famille est très important aussi. C'est ce qui met fin à la 8e capsule. J'espère que vous avez apprécié. Pour me contacter, vous pouvez le faire par courriel, par Facebook. Vous pouvez contribuer à la chaîne aussi parce que ça représente quand même un gros travail, préparer les gémilcours. Et c'est une forme qu'Internet a trouvée pour
rémunérer les producteurs de contenu comme moi. Donc, on va sur Utip et vous pouvez donner un tip, le montant que vous voulez. C'est une fois. C'est pas comme Patreon, là, où est-ce qu'il faut que tu donnes 10$ par mois ou ben 2$ par mois. C'est vraiment juste une fois, je donne un tip, le montant que vous voulez. Puis, ben moi, ça m'aide au niveau de la production de ces contenus-là. Vous pouvez acheter le livre aussi, Léger Millicourt, qui est en vente sur blurb.ca. C'est de l'impression à la demande, donc c'est écologique. J'ai pas une grosse quantité de livres qu'il faut que j'écoule. On fait vraiment l'impression à la demande et le livre est livré chez vous. Sur ce, je veux juste dire que je suis super contente parce que là, on est rendu à plus que 300 abonnés. Je suis vraiment contente, mais il faut continuer à s'abonner parce que mon rêve ultime, OK, c'est de monétiser mes capsules. Et pour ça, j'ai besoin de 1000 abonnés. Alors, là, il faut se mettre sur l'abonnement. Parlez-en à tout le monde. Abonnez-vous. Puis comme ça, vous n'allez pas rater les nouvelles capsules. Je vais essayer d'en mettre le plus souvent. Et aussi, je suis en train de terminer mon mémoire de maîtrise sur l'histoire de la norme gémellaire. Et donc, je vais pouvoir vous en donner des nouvelles bientôt, là, des résultats de ma recherche. Pour l'instant, j'ai mis en ligne une conférence là, qui parle un peu de mon mémoire, mais j'ai seulement des résultats préliminaires. Bientôt, mes résultats complets, je vais pouvoir vous en parler et ça, j'ai bien hâte de faire ça. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Je me souviens plus de quoi on va parler, mais ça va parler de la prématurité encore. Je pense qu'on parle de l'accouchement prématuré. Oui, c'est ça. On parle de l'accouchement prématuré dans la prochaine capsule. À bientôt!